Fans et Fenotes, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnel talk show sur l'Olympique Lyonnais. Un talk show un peu spécial, puisqu'en deux parties. Dans la première partie, étant donné que l'OL a passé avec succès la DNCG hier, on va faire notre spécial mercato avec deux invités. Puis, dans la deuxième partie, on va se tourner vers la rencontre OL Le Havre avec un invité que j'ai enregistré en début de semaine, un ancien joueur des deux clubs qui a passé 17 ans à Lyon et 6 en Normandie, où il vit toujours, le gardien de but Mathieu Gorgelin. Mais avant cela, comme on l'a dit, on a deux invités pour notre première partie mercato. On va commencer par un monument, on peut le dire, un monument des agents de joueurs français. Il est dans le milieu du football depuis 1992, rendez-vous compte. Ça fait plus de 33 ans qu'il est dans le milieu. Il détient un record aussi puisqu'il a été le premier agent reconnu par la FIFA en 1995. Il est le président de l'Union des agents sportifs français, l'UASF, le syndicat des joueurs. Et il est également présent à la FFF en tant que membre du CFAS, le comité qui régule la profession d'agent. Lui, c'est Stéphane Canard. Stéphane, ravi de te recevoir dans l'émission. Merci. Alors déjà, Stéphane, il faut un premier partout, mais ça fait quoi d'avoir été le premier à être reconnu mondialement au sein de la profession? Ça fait drôle, parce qu'on ne se voit pas vieillir. Je disais en préambule tout à l'heure que j'ai un fils qui a 24 ans qui va se lancer dans le métier. Et c'est vrai que si je me rase pas le matin, je vois pas que j'ai des cheveux blancs et j'ai l'impression d'être toujours aussi jeune. Bon, c'est peut-être la nature même du métier qui fait qu'on a toujours, et j'ai défendu pendant 34 ans, des garçons qui avaient entre 18 et 30 ans. Et on a toujours l'impression d'être au même niveau d'âge. Et malheureusement, l'âge nous rattrape et la réalité nous rattrape très rapidement. Mais bon, c'est pas grave. À partir du moment où on a le cœur et le cerveau jeunes, la peau et les structures générales extérieures sont pas importantes. Alors, je vais juste présenter le deuxième invité, puis après on reviendra aussi sur ton parcours, avant de commencer le spécial Mercato. Notre deuxième invité, vous l'avez déjà vu dans l'émission. Il a été très bon l'été dernier quand il a fallu nous présenter les recrues qui arrivaient un peu de partout, qui arrivaient un peu de partout et qu'on connaissait pas. C'est Alexis, fondateur du site Data Scout. Alors, c'est un spécialiste vraiment de la data et surtout un grand supporter de l'OL. Alors, ça tombe bien pour l'émission parce que pour le coup, c'est très pratique. Alexis, ravi de te revoir dans l'émission. Bah écoute, merci pour l'invitation, Alexandre, et ravi d'être là. Alors, on va continuer un peu à présenter Stéphane parce que pour le coup, il y a un peu à parler. Et justement, moi, quand tu m'as écrit sur le CFAS, je ne connaissais pas cet organisme. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle? Parce que tu as une double casquette, président du syndicat, et donc aussi tu régules le métier d'agent. Non, faut pas me donner plus d'importance que je n'en ai. Il faut rester très humble dans cette histoire. Il faut remettre le contexte. Donc, quand en 2003, j'ai sollicité deux garçons qui malheureusement sont décédés depuis pour créer l'UASF, l'Union des agents sportifs français, donc pour les citer Pape Diouf et Philippe Flavier. Notre idée, c'était de devenir un interlocuteur privilégié des instances. On se rendait compte qu'en tant qu'agent, on était, sans jeu de mots avec mon nom, mais les vilains petits canards, et on n'était pas reconnu par l'ensemble du monde du football. Il était surprenant, puisque même avant 95, l'ensemble des acteurs du football, que ce soit, on va dire, les arbitres, les dirigeants, les joueurs, avaient tous des licences, avaient tous une licence et étaient reconnus par les instances. Et nous, agents, on ne l'était pas. Donc en 95, première étape, ça a été la licence FIFA que j'ai passée. Alors quand je dis que j'ai été le premier, on était trois à la passer ce jour-là. Mais en ordre de passage, j'ai été le premier, puisque le deuxième, c'était Garonner qui a échoué, Pierre Garonner, et le troisième, c'était Jeanne Auvert. Donc on était deux ce jour-là à avoir réussi la licence FIFA et la première licence FIFA en 95. Pour revenir à l'UASF, donc notre idée, c'était de devenir un interlocuteur privilégié des instances, mais pour ce faire, il fallait un peu changer les normes et les formes. Alors, première chose, c'est que quand j'ai passé la licence FIFA, on nous appelait, et je pense qu'Alexis, comme toi, vous allez bien comprendre, on nous appelait agent de joueur. Alors que, on peut être agent de joueur, agent d'entraîneur, bien sûr, et agent de club. Et le fait d'être agent de joueur m'a posé beaucoup de problèmes avec les services fiscaux français, puisque comment aller expliquer à un contrôleur que j'étais agent de joueur, mais que je pouvais assez souvent me faire payer par un club. Alors, il a fallu faire une démarche, parce que dans le texte de la FIFA, l'article 2 disait, de mémoire, en 95, qu'on entendait par agent de joueur ou de club. Mais aller expliquer ça à un fonctionnaire zélé, c'est un peu compliqué. Donc là-dessus, on a réussi, nous, en tant qu'UASF,
à faire changer la dénomination et on s'est appelé agent sportif. Donc déjà, c'était une première, entre guillemets, victoire, même si c'est pas une victoire. Mais c'était au moins une reconnaissance que notre qualification méritait une réflexion un peu plus poussée. La deuxième, ça a été d'essayer de faire comprendre aux instances qu'il fallait qu'on intègre une commission au sein de la Fédé. Ça a été justement la mise en place de la CFAS, donc c'est la Commission fédérale des agents sportifs, dans laquelle on siégeait. Alors, notre pouvoir est limité, notre présence est limitée puisque toutes les familles sont représentées, hein, que ce soit les administratives, que ce soit les joueurs, enfin les syndicats des joueurs, le syndicat des entraîneurs, les services juridiques de la Fédé, les services juridiques de la Ligue, mais au moins il y a un membre présent dans cette commission qui connaît parfaitement le métier. Alors, on a alterné, tant que Philippe était de ce monde, notre présence de manière, oui, alternativement, donc ou Philippe ou moi. Depuis son décès, c'est moi qui suis principalement présent à cette commission, qui a lieu tous les mois et demi, tous les 2 mois, et mon suppléant est Bruno Satin, que vous devez connaître tous, et qui est aussi un vieux de la vieille, entre guillemets, mais qui a aussi une très très grande expérience. Et troisième sujet, ça a été à l'époque, vous en rappelez pas parce que vous n'étiez peut-être pas né, mais c'est de l'humour. Mais quand j'ai passé la licence en 95, il fallait donner une garantie bancaire. Alors, c'est pas une garantie bancaire, c'est fallait bloquer des fonds sur un compte en Suisse à la FIFA de 200 000 francs suisses. Et je trouvais, alors j'avais des moyens, mais il y avait des gens, il y a des gens ou des personnes qui n'ont pas les moyens de mettre 200 000 francs suisses sur un compte bloqué et en garantie d'erreurs éventuelles, puisqu'ils ponctionnaient dessus et le temps qu'on réabonde, on perdait la licence temporairement. Donc je me suis dit, mais quand même, alors attention, on ne va pas être péjoratif là non plus, mais certains pays où les moyens financiers sont quand même moindres, on va prendre au Costa Rica un exemple, en Colombie et encore en Afrique, certains pays, en Thaïlande, amener 200 000 francs suisses sur un compte bloqué, c'est compliqué. Et donc on s'était battu, nous, avec l'UASF et avec le syndicat européen, pour remplacer cette garantie par une responsabilité civile professionnelle. Donc ça aussi, ça a été gagné. Le quatrième sujet qui là a été un échec, et je le regrette, c'était d'arriver à mettre en place un numerus clausus. Car à l'époque, il y avait 40 ou 45 agents de mémoire, et je considérais, et nous considérions qu'à 100 agents dans notre activité, c'était quand même suffisant. Aujourd'hui, on a 650, je crois, ou 680 agents pour 1200 joueurs professionnels, j'entends professionnels. Ça veut dire que comment voulez-vous qu'un jeune agent qui va prendre un joueur sous contrat, en contrat fédéral par exemple, dans un club national qui a le statut pro, va pouvoir bien gagner sa vie? C'est impossible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 650 agents, vous en avez, allez, on va dire 350 qui font rien du tout, qui ont même peut-être arrêté leur activité. Vous en avez 300, sur ces 300, vous en avez peut-être une centaine qui ont un contrat, donc ils n'en vivent pas. Sur les 200, il y en a une centaine qui ont peut-être 2 contrats, qui n'en vivent pas non plus. Et sur la centaine restante, vous en avez 50 qui arrivent tout en ayant une activité parallèle, j'entends bien une activité parallèle, à avoir 3, 4, 5 contrats. Donc ils arrivent peut-être à penser ou à espérer, avec un peu de chance, qu'à un moment donné, ils vont gagner de l'argent. Et vous avez la cinquantaine qui font le cœur du métier. Donc à l'UASF, on a la majorité, je dirais, les 4/5 de ces agents qui sont membres de l'UASF, puisqu'on a 70 membres aujourd'hui. Voilà. Donc l'UASF a été un biais pour essayer de faire reconnaître notre profession, nous a permis d'intégrer une commission des agents à la Fédération française, nous permet de combattre les irrégularités et alors ce qu'appellent les journalistes, à chaque fois ça me fait hurler parce que ils appellent ça des faux agents et malheureusement dans faux agents il y a faux, ok, mais il y a agents. Alors que non, ce sont des usurpateurs et des imposteurs. Il faut toujours donner et bien définir le profil de votre interlocuteur lorsqu'à un moment donné, il exerce de manière illégale la profession. Voilà. Donc tout ça, mis bout à bout, plus les avocats mandataires sportifs, on a gagné notre bataille à la fois en première instance, en appel et en cassation, où les avocats mandataires sportifs ont été remis dans leur but, on va dire. Mais bon, c'est des bagarres et c'est un coup, c'est de l'énergie. Et je fais ça, moi, depuis plus d'une vingtaine d'années de manière tout à fait bénévole. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est devenu aussi ton grand combat d'encadrer au maximum et de lever l'opacité sur la profession d'agent qui est très décriée. Oui, mais si c'est pas moi qui le fais, si c'est pas les agents référents ou qui ont une grande expérience qui le font, qui va le faire? Un jeune agent qui se lance dans le métier, c'est impossible pour lui. Il a déjà une activité importante à mettre en place pour arriver à s'en sortir. Comment peut-il accorder un peu de temps, beaucoup de temps, pour défendre globalement une profession? C'est impossible, improbable. Voilà. Donc il fallait que ce soit des gens entre guillemets qui se sacrifient. Alors le terme sacrifice, c'est un petit peu
exagéré, on va le dire, mais je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, tiens, allez, j'ai gagné de l'argent dans le football, j'ai été joueur de foot, j'ai été dirigeant, président d'un club amateur, j'ai été dirigeant d'un club professionnel, j'ai travaillé chez Jean-Claude Darmon à l'époque, à la fin de mes études de droit, et aujourd'hui, je suis agent depuis 34 ans, président du groupement d'agents, parce que syndicat, là aussi, c'est un terme un peu pompeux qui correspond peut-être pas à la mentalité de notre groupement, mais bon, c'est l'union des agents. Bah, tout ça fait qu'à un moment donné, on se sent redevable et qu'on pense devoir s'impliquer dans une forme de travail pour permettre l'éthique et la déontologie. Alors là, on va commencer à parler de l'OL. Avant de démarrer à parler de l'OL, je vais quand même faire les recommandations d'usage pour YouTube, les réflexes qui nous aident à référencer notre chaîne, tout simplement, le pouce si vous aimez notre contenu, la clochette pour vous abonner, le petit boost, et évidemment les commentaires. Les commentaires, c'est super important. On vous lit, on vous répond, on discute, on aime ça, donc n'hésitez pas à commenter. Alors, on va commencer, on rentre dans le vif du sujet directement. DNCG hier, cette fois-ci, c'est passé, c'est le titre. Et c'est même plutôt bien passé, plutôt même très bien passé, parce que l'OL a eu un allègement de ses sanctions avec l'encadrement des indemnités de transfert qui a été retiré pour ne laisser que l'encadrement de masse salariale. Je cite Michel Kang, qui s'était donné pour objectif il y a 6 mois de regagner la confiance du monde du football. Nous sommes très fiers de la décision de la DNCG, qui souligne l'immense travail que nous avons accompli ces derniers mois. Grâce à la mobilisation de tous, l'OL poursuit son retour. Alors déjà, je vais demander à un vrai supporter, à Alexis, comment tu as réagi à cette décision qui était mieux qu'espérée, parce que tous les supporters lyonnais avaient un petit peu, on va le dire, hein, on était un peu pas bien. On n'est jamais bien. Non, c'est positif. Oui, c'est clair que c'est mieux que ce qui était attendu. Il faut surtout féliciter le travail de la direction, donc Michel Kang, Gerlinger, Mathieu Louis-Jean. Et oui, l'encadrement de la masse salariale, je le trouve pas si problématique que ça. Je pense même que ça empêche peut-être de faire des bêtises avec des salaires surpayés sur des joueurs qui rentrent pas forcément dans les besoins de l'OL. Le plus dérangeant, c'était vraiment l'encadrement d'indemnités de transfert qui t'empêche d'être actif réellement sur le mercato. Donc oui, c'est très positif pour le mercato d'hiver et surtout ça montre que le club a bien travaillé sur ces derniers mois pour revenir dans la norme et convenir à ce que veut la DNCG. Et c'est cool de voir quelqu'un comme Michel Kang impliqué, parce que j'avais vu aussi beaucoup de rumeurs comme quoi elle était plus là en tant que pompier de service, mais elle voulait pas s'intégrer sur le long terme. Mais de ce qu'on voit, j'ai quand même l'impression qu'elle prend goût au poste, quoi. Donc c'est cool. Stéphane, même question. Comment tu réagis à cette décision ? Je vais vous faire une petite annexe à ça. En 34 ans de métier, j'ai fait plus de 1000 négociations avec mes associés, 1000 négociations. Et sur ces 1000 négociations, on n'a pas fait une négociation avec Lyon. Jamais. Jamais. C'est improbable. C'est improbable. Et pourtant, alors, deux choses. J'ai toujours énormément apprécié Jean-Michel Aulas et ses équipes, dont Vincent Ponceau, par exemple. Ces personnes étaient des gens qui ont toujours voulu travailler, et c'est tout à leur honneur, de manière tout à fait dans le respect des règlements. En tant qu'agent et en tant que président de l'UASF, lorsqu'on a été confronté à des problèmes et lorsqu'on a discuté avec Vincent Ponceau et surtout Jean-Michel Aulas, ils ont toujours voulu à ce que tout soit respecté et respectueux des règles. Et ça, c'est tout à leur honneur. Donc ça, je voulais les féliciter de manière directe sur ton antenne, car vraiment, ce sont des hommes très, très bien. Maintenant, les nouveaux dirigeants de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il faut pas quand même oublier que l'Olympique Lyonnais est un grand club, un très grand club. Il faut pas oublier son histoire. Il y a des gens, malheureusement, qui, à un moment donné, sont arrivés dans ce club avec des méthodes qui n'étaient pas appropriées. On va parler de notre ancien président Textor, mais et utilisant des méthodes peu louables, comme chez les agents, vous avez des gens chez les agents, et dans l'environnement des agents, vous avez des gens qui utilisent des méthodes qui sont pas acceptables. Chez les dirigeants de club, faut pas croire, il y a aussi des dirigeants qui font un peu n'importe quoi. Alors après, le rôle des instances aussi a un rôle très important, et toujours très surprenant que des instances qui se disent être là pour faire respecter les règles ne soient pas capables de détecter chez leurs interlocuteurs des méthodes qui vont a priori arriver de manière déloyale. Alors je pense bien sûr à Textor, mais je pourrais penser à Lopez, à Lille et à Bordeaux, et je pourrais penser à beaucoup de dirigeants,
pseudo-dirigeants étrangers qui arrivent en pensant qu'ils vont tout révolutionner, ils révolutionnent qu'une chose, c'est leur portefeuille. Voilà. Et maintenant, il faut avoir la lucidité et l'honnêteté de voir la réalité en face. Et c'est vrai que DNCG a fait un gros travail, mais de temps en temps, je pense qu'il manque de finesse et de professionnalisme sur ce côté-là. Voilà. Donc chapeau au nouveau dirigeant de Lyon, car il partait, la feuille était pas blanche, hein, elle était même rouge vive. Donc ils ont réussi en très peu de temps à se faire écouter, respecter, entendre par la DNCG et les instances. Donc je leur tire là tout mon chapeau. Et quand on voit ce qui a été décidé hier, ils partent de loin et ils ont pour l'instant réussi leur challenge. Bravo à eux, sincèrement. Justement, est-ce que tu sens que la confiance s'est effectivement restaurée sur l'avenir de l'OL au sein du foot français? Est-ce que par exemple, quand tu parlais au club, il y avait des réticences ces derniers mois à peut-être discuter avec Lyon ou il est évident quand tu es un club professionnel et que tu es dans une négo pour un transfert de joueurs de club à club avec une somme financière qui te permettra bien entendu de pouvoir faire face à des échéances, parce qu'il faut pas oublier la situation compliquée du football français avec les problèmes des droits télé, les périodes après Covid, les remboursements de prêts qui ont été faits et à faire. Tout ça mis bout à bout fait que je me mets à la place des dirigeants, la situation est hyper compliquée. Donc si à un moment donné, vous êtes amené à négocier avec des clubs qui sont sur la limite de la continuité d'existence, il est évident que vous essayez de vous entourer de toutes les garanties nécessaires. Et peut-être qu'il y avait des clubs qui, à un moment donné, français ou autres, qui, lorsqu'ils discutaient avec Lyon, avaient quelques réticences à le faire et aller au bout des négociations. Et préféraient aller toucher un peu moins d'argent peut-être, en négociant avec un autre club. Maintenant, avec les décisions et puis la personnalité de la présidente, la personnalité du président délégué, la personnalité de l'ensemble des dirigeants, je pense à Jean Sudre, qui est un homme fantastique au sein du club, à Vincent Ponceau aussi, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Voilà. Et je pense que maintenant, les clubs français ont compris que Lyon est revenu dans les meilleurs clubs français, avec encore quelques difficultés, même si j'ai vu que dans cette Coupe d'Europe, ils sont leaders dans leur poule, ce qui est très très bien, mais il y a encore pas mal de travail à effectuer, et c'est très bien. Voilà, c'est le challenge. Il y a un challenge à relever, et il le relève, et je pense qu'il le relève de la meilleure des façons. Donc maintenant que la DNCG est passée, on va pouvoir rentrer à plein dans le projet Mercato de l'OL, un projet que Mathieu Louis-Jean nous a détaillé déjà il y a quelques temps, donc il y a zéro surprise réellement. Aujourd'hui, l'OL a la place dans sa masse salariale pour faire un joueur, et ensuite ce sera une arrivée égale un départ pour le reste. Il y a 2 postes ciblés, un buteur pour enfin remplacer Georges Mikotadze et un défenseur central. Alors Alexis, quel regard tu portes sur ce mercato hivernal? Est-ce que ça te semble cohérent comme projet, seulement ces 2 postes-là et un mercato très ciblé avec un départ, une arrivée et donc une arrivée possible sur un joueur gratuitement, on va dire, enfin gratuitement, sans indemnité de transfert? Ouais, oui, je pense que c'est le plus cohérent. De toute façon, c'est les 2 postes où il y a le plus gros besoin. Au milieu, c'est quand même pas mal fourni. Devant, sur les ailes, quand tu auras le retour de Noama, Fofana, tu dois quand même avoir de quoi jouer sur les ailes avec Soulj, Karabek. Et c'est clair que oui, tu as un besoin au poste de numéro 9 et tu as un besoin en défense centrale, encore plus avec la CAN, où tu vas être un peu décimé. Donc oui, c'est vraiment les 2 postes prioritaires pour moi. Ouais. Stéphane, ça te semble cohérent aussi d'aller... on va rentrer plus dans le détail sur les profils, mais ça te semble cohérent que Lyon cherche ces 2 postes? Est-ce que c'est aussi ce que tu entends, parce que je sais que tous les agents, généralement, prennent les renseignements avant le mercato pour savoir quel besoin ici ou là. Est-ce que c'est aussi ce que tu as entendu sur Lyon, ces 2 postes-là? Alors, c'est ce que j'entends, bien entendu. Après, est-ce que ce que j'entends correspond à la réalité et à la nécessité du besoin? J'en suis pas convaincu. Notre attaquant qui a marqué 2 buts dernièrement, j'ai l'impression qu'il est en train de retrouver un sens dans son jeu. Et je trouve que l'équipe est très bien équilibrée. Il va falloir amener un joueur qui va avoir un état d'esprit qui va s'intégrer dans ce collectif. Parce que, quand on voit que le meilleur joueur du championnat, à un moment donné, Fofana, est absent, on peut penser que quand il va revenir, il va amener cette folie
qui manque peut-être un petit peu aujourd'hui. Mais sincèrement, moi, je regarde les matchs de Lyon, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, et je trouve pas leur équipe déconnante, et je la trouve très bien organisée, très bien structurée, avec un très bon entraîneur. Et je suis pas sûr que un apport, parce qu'il va pas falloir se tromper, l'état d'esprit va être très important. Voilà. C'est ça. C'est vrai que beaucoup l'ont souligné, l'état d'esprit. En attendant, les postes, on va aller un peu plus loin sur les postes. Donc, la feuille de route pour le 9, c'est un finisseur rapide qui prend la profondeur. Ce qui n'est pas Satriano. Satriano, c'est un pivot. Et par rapport à l'axial, c'est par rapport à la CAN, parce qu'il se pose une réflexion de se dire, on va récupérer les joueurs de la CAN, mais il y a aussi la problématique. Quand un joueur va à la CAN, il met parfois un mois à se remettre bien, même si là, la CAN, elle est un peu différente. Elle est au Maroc dans des structures quand même beaucoup plus professionnelles que certaines CAN, avec moins de chaleur aussi, donc peut-être moins difficile de se remettre. Mais comme les deux centraux sont les deux canistes de l'OL, il y a cette réflexion de se dire on prend un défenseur dans l'éventualité où l'un des deux a du mal à revenir de la CAN. Alors, je vais commencer par Alexis. Est-ce que tu comprends la manière dont ces besoins sont amenés? Est-ce que c'est conforme aux analyses chiffrées que tu peux avoir, que tu ressors, toi, quand tu vois les stats de l'OL? Ouais, moi je trouve que c'est cohérent par rapport à la CAN, et même sur la CAN, tu as un besoin en défense centrale, parce que Ruben Kluivert, je pense qu'il a pas apporté énormément de garanties pour l'instant. Et autant Niakate fait un gros début de saison, un Clayton Mata est un peu plus dans le dur, et ça lui pourrait aussi lui faire du bien, surtout que là on voit qu'il enchaîne quand même un peu les petites blessures. Je crois qu'il sera pas dispo contre Le Havre d'ailleurs. Donc ça ferait du bien d'avoir aussi un joueur, bah tu vas avoir des matchs très importants que tu risques de jouer en Europa League, parce que tu risques très certainement de te qualifier. Donc tu vas enchaîner des matchs très importants, et ce serait bien d'avoir un renfort, ne serait-ce que pour faire un peu tourner dans ce schéma-là. Quand tu as un blessé, ne pas être obligé de faire jouer des joueurs qui jouent pas naturellement à ce poste. Donc oui, pour le poste de défenseur central, je suis totalement d'accord. Et pour le poste de numéro 9, pareil, pour moi, quand tu es une équipe comme Lyon, tu dois avoir deux numéros 9 de qualité dans ton effectif. Moi, Satriano, je fais pas partie de ceux qui parce qu'il est totalement nul ou quoi que ce soit. En fait, le problème que j'ai avec Satriano, c'est que t'as pas envie de le critiquer, parce que quand tu le vois sur le terrain, tu vois que le mec donne tout, et Par qu'il se exemple, déchire, quoi. Hier, par exemple, on le voyait à la 80e minute s'étirer sur le terrain. On sent Ouais, qu'il ouais. ne peut pas souffler. Il ne peut jamais souffler. Bah ouais, Et c'est il est quelqu'un mort. qui a beaucoup d'énergie. On l'a vu, par exemple, faire un retour à la 70e minute pour aller Ouais, récupérer un ouais. ballon à 40 mètres du but lyonnais pour après se reprojeter devant. On a le sentiment qu'il veut tout faire aussi, et que physiquement, ça commence parfois à piocher. C'est peut-être là aussi. Ouais, puis pour moi, il y a quand même un vrai problème avec Satriano, c'est que on voit qu'il est pas encore en confiance, et il y a énormément d'actions où il peut être en position de tirer et il ose pas, quoi. Je veux dire, il tire, à part quand il est vraiment dans une position très avantageuse. Sinon, hier encore, je sais plus à combien de minutes, il y a une action où il peut tirer et il ose pas tirer, il va vers la passe. Tu sens que le mec n'est pas en confiance, et au poste de numéro 9, tu as un peu besoin d'un joueur qui va aussi prendre crânement sa chance et tenter, quoi. Stéphane, on voit les photos des deux premières pistes, on ne va pas encore rentrer dans le détail de l'un et de l'autre, mais il y a un dénominateur commun. Ce sont deux internationaux à la relance à 6 mois du mondial. Dans ta longue expérience, tu en as connu pas mal des Coupes du Monde quand même maintenant. Est-ce que c'est un marché qui est réellement plus riche en opportunités ces années-là, comme sur les années Cannes? Cette année, en plus, on a les deux. On a la Cannes et la Coupe du Monde en même temps. Est-ce que justement, ça donne des opportunités de marché supérieures pour les clubs? Alors, si opportunité de marché veut dire saisir une occasion et faire que le joueur soit opérationnel instantanément, ça va être la complication, parce que les deux joueurs que vous citez sont deux joueurs qui jouent pas. Et donc j'ai toujours, alors le Brésilien, je pense qu'il risque d'y avoir un petit problème, puisque dans le sens où le coach de Real de Madrid, je ne sais pas s'il sera encore là demain matin, mais bon, sa situation peut être remise en question, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur au Real de Madrid peut faire que Hendrik soit considéré différemment que ce qu'il est considéré jusqu'à maintenant. Maintenant, il joue pas, et donc quand on ne joue pas, puisque vous parlez de Satriano et vous me parlez de confiance et puis de manque de temps de jeu, j'ai peur que les cibles qui vont être effectuées par Lyon soient des joueurs qui sortent d'une demi-saison un peu galère, et il va leur falloir un peu de temps avant de pouvoir exprimer
les qualités qu'ils ont, ça, il y a pas de problème là-dessus, mais il va leur falloir un peu de temps. Et est-ce qu'on a du temps quand on est un club professionnel à jouer des challenges de ce type? Je sais pas. Je me souviens que, corrige-moi si je me trompe, mais à une époque pas si lointaine, dernier mondial, non, c'est dernier Euro, il me semble, le 2021, avant-dernier Euro, tu travaillais, tu avais le coach de Saint-Etienne à l'époque, Pascal Duprat, et il y avait eu justement un gros mercato avec des joueurs qui avaient justement des objectifs internationaux qui étaient arrivés à ce moment-là. Donc, ça ouvre quand même des perspectives, ça facilite la vie pour un club qui est quand même dans le besoin d'aller chercher ce type de profil. J'aime beaucoup ce type de discussion, à bâton rompu, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, j'aimerais tous les trois qu'on puisse analyser ce que l'on va dire et échanger, et qu'on vérifie ce qui va se passer dans 6 mois et quel sera le résultat. Parce que on oublie toujours ça. Vous savez, un jour, j'étais sur l'autoroute et je pense que c'était au mois de septembre, et je récupère un magazine qui, vous savez, dans les petites boutiques autoroutières, il n'y a peut-être pas un réassort qui se fait de manière instantanée. Et ce magazine du mois de septembre, c'était en réalité un magazine foot de transfert de début juin. Et il y avait les hypothèses, et les journalistes parlaient d'un tel, dans tel club, etc. Sur ce qui met le plus cher, sur les 20 joueurs cités, aucun n'avait été dans le club qui était signalé à ce moment-là. Ouais, donc, c'est les fameux gazettes des transferts qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux qui repostent, où il y a que des rumeurs improbables. Tout à fait, improbables. Donc c'est pour ça que je suis très sceptique là-dessus. Voilà. Je comprends tout à fait qu'on ait besoin de créer dans ce monde médiatique et de communication qu'est le football, d'avoir une part de rêve et de dire, bah tiens, si Henrik venait, ça serait fantastique. Évidemment, mais entre ce qu'on espère tous les trois, les moyens qu'il va falloir allouer, parce que vous ne croyez pas qu'il va venir gratuitement, et vous pensez que s'il vient... Je te mets le slide là. Oui, c'est la vraie question. Henrik, c'est un vrai gros coup. 2 matchs joués. Ouais, c'est ça, 2 matchs joués, 22 minutes. Non, mais vous imaginez. Après, le deal porterait, si jamais l'OL arrive à aller au bout, prêt sans option d'achat, avec prise en charge de seulement 50% du salaire. Donc le risque, on a envie de dire, je sais pas, t'en penses quoi là-dessus, le risque, il serait modéré si ça arrive à se faire dans ces conditions. Alors, ce que je ne sais pas, et je pense que c'est l'élément incontournable, je pense qu'Alexis va être d'accord avec moi, c'est l'état d'esprit de ce qu'il a dans la tronche. Parce que si aujourd'hui, il est dans une situation compliquée psychologiquement, partir 6 mois à Lyon, vous imaginez, vous êtes au Real de Madrid et on vous prête sans option à Lyon. À Lyon. C'est pas au PSG, c'est pas Monaco, c'est pas un club phare encore du championnat de France ou d'un club anglais ou d'un club italien ou d'un club allemand. Non, vous allez à Lyon. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais mettez-vous à la place d'un garçon qui a rêvé de réussir au Real de Madrid et qui va être déplacé pour certainement. Il a parlé visiblement avec Paulo Fonseca. Il est emballé parce qu'il sait qu'il va jouer tous les matchs. Donc, il va passer d'un temps de jeu nul à un temps de jeu presque 100% des rencontres. Donc, pour lui, Alexandre, comment un coach, c'est pas possible, normalement constitué, peut dire à un garçon, tu vas jouer tous les matchs. Bon, attends, c'est impossible. C'est impossible. Ça serait, d'abord, c'est inélégant vis-à-vis du joueur qui ne jouera plus. Et puis ça voudrait dire qu'on a Hendrik et puis on va jouer avec les 10 autres joueurs qui vont. Bah non, il doit être mis au même niveau que tous. Je veux dire, il n'y a que s'il est bon à l'entraînement ou quand il rentrera ou quand il jouera. S'il est bon, il rejouera. Sinon, il y a peut-être meilleur que lui. Même s'il a de la qualité. Ce qu'il n'a pas démontré puisqu'il a joué 2 matchs, 22 minutes. Alors j'avais demandé justement à Alexis qui m'avait sorti quelques stats de son année brésilienne. Et donc là, ce qu'il ressort, j'aimerais d'abord que tu reviennes un petit peu sur les fameux camemberts là, que tu expliques un petit peu le fonctionnement, parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas toujours. Moi, je le connais le fonctionnement, mais j'aimerais que tu l'expliques, que tu le vulgarises. Et en gros, les stats que tu m'as ressortis, c'est qu'au Brésil, la dernière année avec Palmeiras, il est top 1 du Brasileiro au niveau des passes décisives, des expected passes décisives, donc les passes décisives espérées. Et premier, si on regarde sur le diagramme, entre les buts et les passes décisives, c'est le plus complet. C'est ça, grosso modo, avec des stats qui étaient très au-dessus de la moyenne au Brésil.
Alors ouais, donc pour expliquer rapidement, nous on appelle ça les pizzagraphes parce que ça ressemble à des pizzas. C'est en gros, c'est des centiles donc sur chaque statistique, donc c'est comparé aux offensives du championnat brésilien sur l'année 2023. Donc c'est des centiles, donc en gros, s'il est 96e centile, ça veut dire qu'il est meilleur que 96% des joueurs de l'échantillon, et plus le centile est haut, plus le joueur est meilleur dans la statistique donnée. Et oui, comme tu le disais, en fait, ce qui est important de préciser pour Hendrick, je pense, parce qu'on en a vu beaucoup des joueurs brésiliens qui sont arrivés en Europe ces dernières années, notamment par exemple du côté du PSG avec des Moscardo, des Beraldo, ce genre de joueurs. Hendrick, on est quand même sur la gamme supérieure de joueurs au Brésil. On est sur un crack depuis ses plus jeunes années. Il a été champion dans toutes les catégories de jeunes au Brésil. On était vraiment sur un turbo crack qui a été signé par le Real Madrid alors qu'il avait que quelques matchs joués en pro. On n'est pas sur un joueur qui était correct au Brésil, qui signe en Europe, tu sais pas trop par quel moyen. Lui, on était vraiment sur un joueur de la gamme très très supérieure au Brésil. La saison qu'il fait en 2023, sa première vraie saison en professionnel, dans les chiffres et même sur le terrain, elle était vraiment incroyable. C'est lui Il est au-dessus de Victor Roquet, précision, qui Oui, est au Barça. Ouais, c'est ça, qu'il était au-dessus de D'ailleurs, Vitor Roque qui a une trajectoire assez similaire, hein, qui a signé au Barça très tôt, qui au final n'a jamais eu de temps de jeu au Barça, qui a été prêté au Betis Séville, qui a eu un peu de temps de jeu et qui au final a décidé de revenir au Brésil cette année, et qui d'ailleurs fait une très bonne saison au Brésil, qui va peut-être lui réouvrir les portes de l'Europe, ce sera à voir. Mais oui, Hendrick au Brésil, c'était vraiment très 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 fort. On était sur un vrai numéro 9 qui était aussi capable de jouer sur le côté. D'ailleurs, ses meilleures performances qu'il avait faites, c'était vraiment sur le côté droit en tant qu'ailier, parce que c'est un joueur qui a besoin de pouvoir prendre de la vitesse et de pouvoir accélérer avec le ballon pour pouvoir justement prendre de la vitesse et prendre les défenseurs de vitesse. C'est aussi un joueur qui, on en parlait tout à l'heure, qui pour le coup ne va pas hésiter à tirer. Lui, dès qu'il est dans une situation favorable de tir, il va prendre l'occasion de tir. Et ce que disait Stéphane, oui, sur l'état d'esprit, moi je suis pas trop inquiet par rapport à Hendrick, parce que c'est quand même un joueur qui depuis jeune est programmé pour être pas une star, mais être un grand joueur. C'est pas un mec qui a explosé sur le tard, qui sort un peu de nulle part. Lui, il est programmé depuis très jeune pour ça, il connaît la pression. Je veux dire, au Brésil, il a la pression depuis quand il joue au Brésil en 2023, il était scruté par tout le monde. La pression, il la connaît. Donc en termes d'état d'esprit, sur la gestion de la pression, je suis pas trop inquiet. Là où je suis peut-être un peu plus inquiet, c'est que c'est un joueur qui est encore jeune, qui a besoin de prouver. Il va venir à Lyon pour prouver. Il va vouloir prouver. Du coup, comme on l'a dit, il va essayer de prouver, donc tirer dès qu'il peut. Et j'ai un peu peur de l'individualisme qui, pour moi, ça peut être pile ou face. Si un joueur individualiste, il enchaîne les pions, personne ne va rien lui dire et il va être vu comme le Messi. Et tout le monde va être très content de le voir empiler les buts. Par contre, un joueur individualiste, s'il commence à vendanger, à ne pas faire la passe au bon moment, ça peut rapidement frustrer un groupe qui tourne quand même assez bien. Je me rappelle du but qu'il a mis avec le Real Madrid, je crois que c'était contre le Milan AC, j'ai plus le souvenir, en Ligue des Champions, où il tente une frappe à 30 mètres, alors qu'il a un joueur qui est tout seul sur le côté. Alors oui, la frappe elle rentre, il marque le but, mais s'il marque pas le but, il se fait littéralement incendier parce qu'il a un pote tout seul à droite, il lui fait pas la passe. Donc il faut faire attention à ça pour moi. C'est ce que Stéphane, petit commentaire complémentaire. C'est bien sûr un joueur à très gros potentiel. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Sauf que vous allez le prendre pour 6 mois et on reporte la problématique dans 6 mois parce qu'il ne va pas rester ça, c'est à Lyon. clair. Donc ça veut dire que dans 6 mois, on repart à zéro. Il va falloir retrouver un joueur. Alors si jamais il apporte ce qu'il doit apporter à la hauteur de ses qualités, on va le regretter et on va repartir, je dis de zéro, mais c'est même de -5 ou de -10 parce qu'il va falloir le remplacer. S'il réussit pas, ça aura été un coup pour rien, voilà. Et on n'aura pas forcément participé à son évolution positive. Voilà, mon inquiétude elle est là. C'est quand vous avez un joueur de cette qualité-là qui sort, d'un pseudo-échec dans un très grand club européen. Donc il faut relativiser les choses. Hein. Qui est sûr de réussir au Real de Madrid? Il n'y en a pas 50 000 des joueurs. Hein. Alors que les qualités sont là. Petite anecdote. Il y a 15 ans, j'étais allé au Brésil, à Sao Paulo, et j'avais été voir un match de Santos. Et il y avait un garçon, quand ils sont rentrés sur le terrain, il y avait 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre, et les 22 gamins, vous savez, qui accompagnent les joueurs, main dans la main, les 22 étaient autour d'un seul joueur. Et ce joueur, c'était Neymar. Et j'avais vu ce jour-là, un match, c'était à Sao Paulo avec Santos,
Santos ne pouvait pas jouer à domicile, donc il jouait à domicile, mais à Sao Paulo. J'avais vu un joueur, mais dément. Mais quand je dis dément, tellement bien que le lendemain, j'allais voir un match de Sao Paulo avec le joueur qui était au PSG aussi, Lucas, qui est parti après en Angleterre. Et à l'extrême limite, le match ne m'intéressait plus. Je veux dire, vous avez des joueurs comme ça qui sont des joueurs qui vous transpercent, qui font que c'est pour ça qu'on aime le foot. Et je pense que Hendrik est un garçon qui a le potentiel, parce qu'aujourd'hui c'est du potentiel, a le potentiel pour nous faire vibrer, nous faire rêver, et nous convaincre qu'on a raison d'aimer le football. Maintenant, pour en revenir à Lyon, c'est ce que je voulais vous dire à tous les deux, c'est mon inquiétude, c'est ça. C'est quand vous avez un état d'esprit qui est bon aujourd'hui, qui est très Comment bon. Un état d'esprit collectif qui est très bon aujourd'hui à Lyon. Le risque, c'est son individualisme qui a ça. C'est ce que je veux te dire. En sachant que vous avez des joueurs qui aujourd'hui sont utilisés et essayent de faire le mieux possible. Parce que sincèrement, j'ai encore regardé le match hier. J'ai essayé d'être très attentionné à l'ensemble des joueurs et à leur façon de jouer et de jouer entre eux. Et j'ai trouvé qu'il y a un état d'esprit, même si le match n'était pas fantastique, mais il y a un état d'esprit qu'ils ont réussi à mettre en place. Il y a une harmonie, une alchimie qui est en cours. Et peut-être que de faire venir un élément extérieur qui ne rentrerait pas, même s'il a des qualités, mais qui ne rentrerait pas dans cette alchimie-là, ça peut peut-être créer un petit problème. Et malheureusement, avec un garçon prêté pour 6 mois, les 6 mois, c'est même pas 6 mois, parce que le mois de juin, on n'en parle plus. Donc, c'est le mois de janvier. Vous voyez, c'est 4 mois en réalité. 4 mois, ça peut être compliqué à gérer. Voilà, c'est tout. Mais j'espère que si jamais ils prennent Hendrik, ils vont réussir son intégration et que lui pourra rebondir encore mieux derrière. Voilà. Le problème, c'est que c'est aussi une vraie rockstar pour le coup, Hendrix. Si jamais il arrive, il y a un peu ce côté crack du Real Madrid. Donc là-dessus, il y a l'étiquette dont il pourra pas se défaire en arrivant. Bon, alors autre souci, excuse-moi Alexis, mais autre souci, un garçon comme Hendrik, s'il intéresse Lyon, comment peut-on penser, tous les trois, qu'il n'intéresse pas d'autres clubs à puissance financière plus importante. Voilà. Mais après, il a choisi Lyon, visiblement, parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de neuf, en fait. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de vrai neuf. Ouais, ok. Alors, on va passer... Oui, alors, juste 2 petits trucs très rapides. Tu disais que c'était une rockstar. Pour moi, il y a aussi un truc très bête à prendre en compte, mais c'est l'aspect marketing. Je pense que si tu signes un Hendrik pour 6 mois à Lyon, l'aspect marketing, il est aussi important. C'est le football moderne, c'est le football 2025. C'est un mec qui est au Brésil, c'est une star au Brésil, c'est une rockstar. Donc, sur l'aspect marketing, tu peux aussi jouer là-dessus. Et par rapport à l'état d'esprit, alors je suis d'accord qu'il y a un très bon état d'esprit à Lyon, le pouvoir de l'amitié, mais quand tu vas devoir jouer des matchs peut-être européens importants, je pense que c'est aussi important d'avoir un joueur qui va peut-être apporter un peu de folie. En fait, l'effectif, ça tourne très bien, il est gentil, mais il y a trop de matchs où tu as l'impression que c'est trop gentil, en fait. Pour moi, il faut apporter un peu de folie aussi, un mec qui va peut-être être un peu une tête de con, tu vois, une tête de mule sur le terrain, mais il faut peut-être un peu ça. Pour moi, c'est un peu trop ronronnant, on est gentil, on s'aime bien, ça sera utile. Faut pas en avoir 10 dans l'effectif, parce que forcément, ton vestiaire, il explose. Mais avoir un mec comme ça, un peu jeune et tout, s'il s'intègre, mais qu'à côté, il a un peu cette fougue, je pense que ça peut être bien. Je regrette la blessure de Fofana. Alors, bien sûr, c'est facile de dire ça, mais je trouve que cette folie-là, il l'a. La personnalité et le charisme, il l'a pour un jeune joueur. Bon, après, on peut imaginer, on peut émettre l'hypothèse que si Hendrik arrive et si Fofana revient, avoir Fofana et Hendrik, oui, ça va être compliqué pour l'ensemble des défenses françaises. Ça, c'est je pense qu'ils peuvent très bien s'entendre tous les deux. Moi, je le vois parfaitement. Je sais pas pourquoi je le sens bien tous les deux. Il y a Noama aussi qui revient en même temps. Et Noama, à la fin, il était très intéressant avant de se blesser. J'allais rajouter ça, voilà. Et puis vous avez le jeune Portugais qui a quand même de la qualité. Et puis il faut lui donner du temps de jeu. Et aujourd'hui, oui. Et je trouve que Montréal, justement, il apporte cette fougue dont on a besoin. On est d'accord. Je trouve que c'est bien, quoi. On est d'accord. Il a des éclairs de très grande qualité, Montréal, de très grande qualité. Là, je vais venir à un joueur qui fait un peu moins rêver, mais qui fait aussi partie des joueurs avec lesquels on sait aujourd'hui l'OL discute. Il est en grande difficulté à Chelsea. 0 match joué, non qualifié pour la Première Ligue, non qualifié pour la Coupe d'Europe. Son seul match cette saison, on l'a vu se faire humilier par le jeune Parisien Ousni dans un match entre les réserves. Là aussi, pareil, on est sur un prêt sans OA, une tentative de récupérer un joueur qui rêve de revenir en équipe de France, même si aujourd'hui il est très loin. Là, vraiment, Stéphane, pour le coup, on a un peu l'impression que c'est pour aller
le sortir de la galère et tenter un pari. Là, c'est vraiment un gros pari pour le coup d'aller quand on va chercher ce type de joueurs qui sont dans des situations voie de garage, voire pire. T'as déjà eu à traiter avec des joueurs qui étaient comme ça, dans cet état-là dans les clubs, et où tu cherches des portes de sortie, où c'est un peu désespéré pour eux, on peut le dire, la situation. À ce niveau-là, non. 0 minute jouée, 0 match joué. Et puis l'année dernière, qu'est-ce que ça avait donné? C'est pas mieux, ouais. Donc on est peut-être à 1 an et demi, voire 2 ans de galère sportive. Là aussi, l'état d'esprit, je le connais pas. C'était un garçon qui, lorsqu'il jouait en France, démontrait des qualités. Il a fait le choix d'aller à Chelsea. À mon avis, la marche était beaucoup trop haute. Même si c'est un garçon qui a de la qualité et que si je m'occupais de lui, je dirais que c'est le meilleur défenseur du monde. Mais c'est un garçon qui a de la qualité, mais la marche était trop haute. Je pense que il faut essayer toujours de réfléchir avec des étapes intermédiaires. Et là, il y a peut-être eu une erreur. Alors, c'est facile de le dire, et il faut surtout pas le condamner, parce que c'est un garçon qui doit être un très bon professionnel et qui malgré tout mériterait qu'on lui donne sa chance. Mais non, on tombe dans une phase où vous allez être un club comme Lyon, faire appel à un joueur je veux dire, on en a eu des exemples de joueurs qui arrivaient de saison blanche et qui après n'ont même pas fait un match. Donc, Lyon, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent d'avoir des joueurs opérationnels instantanément. Je veux dire, si vous amenez, ce que vous voulez, c'est d'avoir une plus-value, c'est d'avoir quelqu'un qui va vous amener un plus. Malgré toutes les qualités qu'il a, il n'y aura pas de préparation estivale. Il faut tout de suite être dans le bain. Et tout de suite être dans le bain avec les attaques, les structures offensives du championnat de France, que ça soit à Marseille, que ça soit à Lille, que ça soit à Rennes, ou que ça soit surtout au PSG, par exemple. Je pense que ça risque d'être compliqué. Voilà. Je pense, hein, mais je veux faire preuve de beaucoup d'humilité. Hein. Moi, j'irais plutôt, si j'étais Lyon, après, j'ai pas de leçon à leur donner, hein, ils font ce qu'ils ont à faire, j'irais plutôt vers des joueurs qui auront moins un peu de temps de jeu, qui soient opérationnels rapidement. Et qui sont aussi dans des bonnes dynamiques. Au-delà de ça, c'est toujours mieux d'aller chercher un joueur qui est dans une bonne dynamique que d'un joueur en difficulté. Ah, on a un souci avec Stéphane? Non, pourtant je suis là, j'ai rien touché. Il y a l'écran qui est... L'image est partie. Ouais, faut rappuyer. C'est parce que je suis pas beau, laisse tomber. Je peux prendre le relais pendant que Stéphane. Merci, Alexis. En fait, il y a beaucoup de choses à dire et peu de choses à dire sur Disasi. La première, c'est que pour moi, il faut faire la distinction entre Hendrick et Disasi, parce que tu vois deux joueurs avec peu de temps de jeu, tu dis bon, ils sont dans la même situation. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Hendrick, on parle d'un joueur qui joue, qui s'entraîne avec l'équipe première du Real Madrid, avec les meilleurs joueurs du monde. Le mec est fit, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Il faudra juste peut-être 1 ou 2 matchs pour se remettre dedans, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera, en plus il est jeune, il sera fit très rapidement. Disasi, on parle d'un joueur placardisé, c'est différent quand même. On parle d'un joueur qui est condamné à jouer en réserve. Je pense qu'il n'a pas du tout le même rythme. Et par rapport à son transfert à Chelsea, ce que disait Stéphane, que c'était une erreur, moi je suis pas forcément d'accord, parce que je pense pas que ce soit une erreur à l'instant T où il signe à Chelsea, parce que quand il signe à Chelsea, il sort quand même, on le voit, ses statistiques avec Monaco sur sa dernière saison, c'est quand même un très bon défenseur de Ligue 1, Disasi. Et à l'époque qu'il signe à Chelsea, c'est pas choquant, mais je pense qu'il a été dépassé parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il rejoint Chelsea au début du projet Bluco, tu vois. Et je pense qu'en fait, après, il s'est fait dépasser par la stratégie de Chelsea qui a été d'empiler énormément de joueurs et qu'en fait, il est très rapidement descendu dans la hiérarchie et qu'il s'est fait dépasser. Après, il y a eu Badiachil, Fofana, maintenant, il y a Lévi Colville, Chalobah. Enfin, il s'est fait dépasser par tous les défenseurs centraux qui ont été recrutés par Chelsea et il n'a jamais arrivé à retrouver sa place. Les stats que tu as sortis, quand même, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on voit ses stats physiques. Il était dans les meilleurs en Ligue 1. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à passer le cap de la Première Ligue, parce que quand il arrive, la première année en Première Ligue, c'est un désastre. Il est quasiment dans les plus mauvais. Il n'est pas au niveau. Ouais, il n'est pas au niveau. Oui, c'est pour ça qu'il a été dépassé, et c'est pour ça que Chelsea est allé chercher d'autres joueurs. C'est parce qu'il n'était pas au niveau. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même un joueur qui, à la relance, a été plutôt bon.
Donc je pense que dans le système de jeu de Fonseca, où il aime beaucoup relancer de très bas, prendre beaucoup de risques balle au pied, je pense que c'est un joueur qui peut convenir sur ce besoin-là, beaucoup plus qu'un Cleuil verte ou ce genre de joueur, tu vois. Mais oui, pour moi, tu as la dimension physique où c'est l'inconnu. Personne n'est capable de dire est-ce que le mec sera capable d'être performant dans l'immédiat. Ça se trouve, tu auras une excellente surprise et dès les premiers matchs, il va retrouver un contexte favorable, il peut être très bon et tu dis ouais, c'est la recrue exceptionnelle, où tu te rends compte que physiquement, le mec, il est plus trop et qu'il met la tête dans le seau et qu'il n'est pas capable de revenir au niveau à Lyon. Et tu recrutes quelqu'un qui tu vas traîner comme un boulet sur 6 mois et qui va pas t'apporter sportivement, quoi. C'est un pile ou face, en fait. Hein. Et je pense que personne n'est capable de prédire sur quel côté la pièce va retomber. Non. Stéphane, t'es de retour? Ouais. Vous m'entendez, mais vous me voyez On pas. ne voit plus. Ouais, Non, c'est ça. dommage. Voilà. C'est le plus important. Ce que je voulais dire, une étape, une marche trop haute, c'est, vous le savez comme moi, aujourd'hui à Chelsea, il y a 50 joueurs sous contrat. Ouais. Vraiment, quand tu arrives dans ce type de club, il faut que tu sois un international oui. ayant 50 sélections, si tu veux avoir une chance de considérer que tu vas pouvoir t'imposer instantanément. Si t'as pas 50 sélections, si t'es pas un joueur qui a déjà gagné une Coupe du Monde, qui a déjà gagné un championnat d'Europe, qui a déjà gagné une Ligue des Champions, ce qui n'était pas le cas de Disasi, c'est hyper compliqué. Je veux dire, l'œil du coach, quel que soit le coach, où tu sais que dans ce type de club, la vie, le temps de vie d'un coach est limité dans le temps, très limité dans le temps. Non, c'est là où je dis que la marche était trop haute. Et pourtant, c'est un garçon qui a de la qualité. Attention, je ne le connais pas, mais de ce que j'avais vu faire, oui, tu as raison, en France, il a de la qualité. Il avait de la qualité. Maintenant, il a perdu du temps. Voilà. Et la seule chose que j'analyse avec vous deux, c'est est-ce qu'il va être opérationnel instantanément à Lyon, Oui. et qu'est-ce qu'il va apporter. Autre chose. Moi, je me suis occupé de la carrière de Vincent Candela. Alors, Vincent, quand il est parti de Guingamp, il est arrivé à Rome, cet hiver-là, ce mercato d'hiver à Rome, c'était Carlos Bianchi l'entraîneur, il était le seul joueur qui arrive. Vous vous rendez pas compte, quand on arrive dans un club, quel qu'il soit, lors du mercato estival, vous arrivez souvent avec un tiers de renouvellement, grosso modo. Hein. Ça veut dire que vous avez une dizaine de joueurs. Vous êtes fondus dans un collectif où il y a du renouveau, du nouveau, peut-être un changement de coach, mais surtout une dizaine de joueurs nouveaux qui arrivent. Quand vous arrivez au mercato d'hiver, si vous êtes le seul qui arrive dans le club, et là, en l'espèce à Lyon, ce sera peut-être 1 voire 2 joueurs, sur un effectif d'une trentaine de joueurs, vous allez être noyé dans un collectif où ils se connaissent déjà tous ensemble. Même si un garçon comme Tolisso le connaissant, va intégrer ou va permettre une intégration facilitée, malgré tout, il va falloir que ces joueurs s'intègrent. Alors, il n'y a pas de problème de barrière de la langue, peut-être pour Hendrick. Si, pour Hendrick, il y aura une barrière de la langue. Pour Disasi, il n'y aura pas de problème de barrière de la langue. Hendrick pas le portugais et tout le staff pas le portugais, j'ai envie de te dire. Oui, ok, mais je parle avec les autres joueurs. Non, mais je parle avec les autres joueurs. Mais voilà, c'est compliqué. Mettez-vous à la place d'un garçon qui est en difficulté et qui est en manque de temps de jeu, en situation physique. Vous savez que si on joue pas, on perd de l'instinct, on perd de l'instantané, on perd plein de choses. Une cohérence stratégique de jeu. Mais il va falloir qu'ils s'adaptent très rapidement. Ça va être compliqué, sincèrement. Ouais, puis S'ils font le choix, moi qui adore Lyon, et mon fils est un supporter numéro 1 de Lyon depuis sa plus tendre enfance, avec ses 7 titres de champion de France. Mais je souhaite que les joueurs qui vont arriver puissent s'intégrer et apporter vraiment un plus. Voilà. Alors, si le choix est fait sur Disasi, je serai bien sûr supporter lyonnais. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours une petite inquiétude quand on passe de 0 match joué à 0 minutes jouées, et puis depuis 1 an et demi en difficulté, c'est difficile. Alors, d'autant qu'on veut en faire beaucoup plus et que la blessure peut arriver rapidement. Voilà. Autre élément, autre phénomène. Il faudrait que Tascout nous fasse l'analyse des joueurs qui arrivent après 1 an ou 1 an et demi. Ouais. On peut, lorsqu'ils arrivent dans un club, ils veulent toujours démontrer, mais c'est très positif ça. Ils veulent toujours faire plus que les autres. Et souvent, la blessure arrive derrière. Après, il y a quand même eu deux cas de figure de joueurs qui sont relancés après des saisons. En parler. Lens, t'as Hudson-Edouard à Lens qui sortait d'une saison quasi blanche en Angleterre. Et Malang Sarr, même si Malang Sarr a mis 1 an et demi à revenir, mais que c'est revenu un crack cette année. 1 an et demi, oui, je suis d'accord avec toi. Mais 1 an et demi. Et c'est justement, j'allais parler de Malang Sarr, j'allais dire si tu peux avoir un destin à la Malang Sarr, mais en fait, le problème de ce genre de joueur, c'est qu'à la limite, si tu as envie de faire un pari sur Axel Disasi parce que tu y crois, parce que ta cellule de recrutement a vu ci ou ça, et je sais que la cellule de recrutement de l'OL est bien est qualifiée et il y a des très bonnes personnes à l'intérieur,
c'est le genre de profil, à la limite, achète-le, quoi. Achète-le au rabais, parce que de toute façon, le mec joue plus et il a une valeur marchande qui est détruite parce que Chelsea n'arrivera pas à le vendre parce que personne n'en voudra. Achète-le au rabais et laisse-lui le temps de revenir en forme à la Malang Sarr, en lui laissant tu lui laisses 6 premiers mois pour qu'il revienne en forme et tu te dis l'été prochain, je veux que ça devienne un titulaire en puissance et j'espère qu'il va revenir dans l'équation. Là, le prendre pour 6 mois en prêt sec, alors peut-être qu'il y aura on sait qu'Hendrick, il n'y aura pas d'option d'achat, mais peut-être que Disasi t'arrivera à inclure une option d'achat, mais c'est le genre de joueur, il faut que tu lui laisses du temps et si tu Disasi, il sera bon dans 6 mois et j'arriverai pas à croire que dans un mois, il devienne meilleur défenseur de Ligue 1 en ayant enchaîné les saisons blanches. Et en plus, on parlait de la Coupe du Monde, autant Hendrick, j'ai bon espoir qu'il puisse jouer la Coupe du Monde s'il est titulaire à l'Olympique Lyonnais, parce qu'offensivement, au Brésil, il n'y a pas non plus 10 000 options. Autant Disasi, même s'il fait 6 bons mois à l'Olympique Lyonnais, je vois pas dans quel monde il est sélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde. Et du monde, c'est sûr. On est d'accord. Complet. On va passer aux ventes possibles parce que, comme on l'a dit, un départ égale une arrivée. J'ai mis en avant les options, toutes les options possibles. Donc, il y a petite chance que ça soit un jeune, si l'OL arrive à vendre personne, parce que c'est 2 joueurs qui ne jouent pas, qui sont vus comme des cracks dans leur pays sur leur catégorie d'âge. Enzo Molébé, Alejandro Gomez Rodriguez, hier, on a vu en quelques secondes, et même un ballon touché qui avait quelque chose. Rémi Descamps, qui a rejoué en début de saison, qui sur un un problème de gardien, peut éventuellement trouver un club parce qu'il a été performant. Et les 2 vraies possibilités, ça peut être Tanner Tessman. Le problème, l'Américain n'a pas envie de partir, il a 6 mois de la Coupe du Monde et lui, il n'a pas envie de bouger, même s'il y a Fiorentina sur ses côtes. Et Ainsley Maitland-Niles, qui pourrait être amené à partir cet hiver, comme il était amené à partir l'été dernier. Ainsley où il y a aussi un point intéressant, c'est que Disasi peut jouer à droite. Il y a Hattebourg, donc potentiellement, si c'est 1 pour 1, avec Disasi, ça peut être Maitland-Niles. Donc je vais vous demander à tous les deux qui veut commencer. Pour vous, qui y aura comme départ à Lyon cet hiver? Et est-ce qu'il y aura un départ? Parce que vous pouvez dire aussi que Lyon n'arrivera pas à faire partir aucun de ces 5 joueurs, ce qui est aussi une possibilité. Pour moi, Alexis, Vas-y. Avec le respect de l'âge que tu dois avoir pour moi, merci. Pour moi, il n'y en a aucun qui partira. Voilà, parce que c'est pas le bon moment, parce que on revient à la notion de collectif, on revient à cette alchimie qui est en cours avec des joueurs qui certes ont peut-être pour certains peu de temps de jeu ou moins de temps de jeu, mais je les vois pas partir maintenant du tout, aucun. Toi, Alexis, Moi, s'il y en a un que je vois partir, c'est Molébé. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est la gestion d'Alejandro Gomez Rodriguez. Très honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais que Paulo Fonseca nous explique pourquoi il y a une telle gestion, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À chaque fois qu'il joue, quand il était en pré-saison, il a montré des belles choses. À chaque fois qu'il rentre, on voit qu'il n'est pas forcément en difficulté plus que Martin Satriano. T'as qu'un seul numéro 9 dans ton effectif, je comprends pas pourquoi il a pas plus de temps de jeu, pour moi c'est un mystère. Donc j'espère qu'il va pas partir, à tout moment il peut partir, parce que si Paulo Fonseca le fait pas plus jouer, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc s'il y a un problème quelque part, est-ce qu'on ne sera pas vendeur? Mais quand je le vois jouer en équipe de jeunes en Angleterre, quand j'ai vu les matchs de préparation, c'est un mystère pour moi, j'arrive pas à comprendre. Donc Molébé peut-être parce que c'est 2 jeunes joueurs. Et Molébé a encore moins de temps de jeu et les quelques prestations qu'il a faites, pour le coup, moi ça m'a pas convaincu du tout. Le reste, Descamps, je vois pas pourquoi il partirait. Il est numéro 2, il joue les matchs de Coupe d'Europe. En Ligue 1, je vois aucun club aller chercher un Rémi Descamps maintenant. Tanner Tessman, s'il veut pas partir, ça va être compliqué de le vendre. Et Maitland-Niles, il est beaucoup critiqué, mais c'est quand même un joueur important, un peu couteau suisse qui peut évoluer à plusieurs postes. Pareil, j'ai du mal à le voir partir cet hiver, quoi. Alors, moi, je vous le dis honnêtement, je pense que c'est 0 ou Maitland-Niles. Je vois pas d'autre chose. Je vois pas d'autres possibilités. On me dit que Tessman peut faire potentiellement comme a fait Georges Mikotadze et partir à la fin. Ouais. Mais honnêtement, je me dis qu'il va s'accrocher parce qu'il y a la Coupe du Monde, il a 90% de matchs joués. Il n'y a aucun intérêt pour lui à prendre des risques maintenant. Et Ainsley, pour le coup, je me dis peut-être mais alors il faudrait qu'il soit moins gourmand que l'été dernier, parce que l'été dernier, quand il y avait Galatasaray, il a quand même réclamé un salaire supérieur à 350 000 € pour partir en Turquie. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas une envie folle de quitter Lyon non plus. Donc c'est un peu compliqué. Il y a un profil que tu n'as pas cité, c'est De Carvalho.
que moi, je verrais bien partir, parce que tu lui as donné une petite valeur marchande en lui donnant du temps de jeu. Et très honnêtement, je suis pas ultra convaincu par le joueur. Dans le milieu de l'Olympique Lyonnais, je le trouve trop neutre. Voilà, rien contre lui, hein, c'est un bon petit jeune, mais dans l'utilisation du ballon, je suis pas transcendé. Et tu lui as donné une petite valeur marchande. C'est un joueur qui peut avoir du temps de jeu dans une équipe un peu en difficulté en Ligue 1. Alors, il n'a pas une valeur marchande de 10 millions d'euros, on est d'accord, hein. Mais si tu veux libérer un peu de masse salariale, une petite indemnité de transfert, je trouve que c'est un joueur qui peut partir sans impacter directement ton niveau sportif, quoi. Et pourquoi ne pas le prêter dans un club où il aurait du temps de jeu pour essayer de le faire revenir après avec une Oui, expérience. tu peux le prêter aussi, hein, mais Après, il a du temps de jeu quand même, de Carvalho. ouais, puis même le prêter, en fait, je pense pas que c'est un joueur avec un potentiel. Je me trompe peut-être, hein, mais je suis pas ultra convaincu par le joueur, voilà. Donc, Bah, Ok. beaucoup de monde sur De Carvalho. Ouais. On va passer au dernier thème. Dernier thème, c'est le 9, Karim Benzema. Alors, j'avais prévu petite anecdote, j'avais prévu le slide avant l'interview de l'équipe. Bon, j'ai changé la déclaration, j'ai mis une déclaration de l'équipe. Si l'OL est une option dans les 2 ans qui arrivent, je n'ai pas de club en tête. C'est délicat de dire, j'ai envie de retourner là-bas parce que j'ai laissé une belle image. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, il précise aussi, il est entre les deux. Il dit, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais il dit aussi qu'il n'a pas peur de revenir, mais que c'est parfois mieux de laisser les choses comme ça. Donc, est-ce que pour vous, quand vous interprétez ces propos, c'est plus une manière polie de dire c'est mort, ou que la porte n'est pas complètement fermée si on parvient à le convaincre Stéphane, tu veux commencer? Oui, moi, comme je sais qu'il apprécie beaucoup Jean-Michel Aulas, c'est qu'il y a de fortes chances que Jean-Michel Aulas devienne maire de Lyon. Je pense qu'il a un adjoint au sport tout à fait désigné. Et pour l'OL, non. Trop tôt. Alors, on va pas discuter des qualités de Benzema. Je veux dire, Ah oui, non, mais ça serait malvenu. Mais il a 37, ou je crois, il va sur 38. ouais, c'est ça. Il y a toujours le match de trop qu'il faut pas jouer. Voilà. Aujourd'hui, il joue 12 matchs en Arabie Saoudite. Certes, avec 11 buts. Moi, j'ai vu les matchs en Arabie Saoudite. Hein, je les regarde. Bon, même s'il dit, lui, qu'on n'est pas loin d'un niveau équivalent au championnat européen. Ils disent tous ça. Là j'émets un gros doute quand même, parce que, Oui. ou alors je comprends plus rien au football. Mais alors, il a raison de le dire, parce que c'est un bon ambassadeur, on va dire. Oui. Voilà, mais ça, bon, il est pas malhonnête quand il dit ça. Mais à un moment donné, on oublie certaines formes de réalité. Voilà. Après, qu'il revienne à Lyon, oui, ça peut avoir le sens de l'histoire. Oui, de revenir faire une pige à Lyon. Moi, je sais qu'il adore Lyon, qu'il a. Comment? Il prend sa retraite dans 2 ans, il l'a dit clairement, donc ça lui laisse 2 ans de football encore. 40 ans. 40 ans. Ouais. Ouais. Alexis? Moi, j'y crois pas. Alors, bien évidemment, tout supporter de l'Olympique Lyonnais, t'as envie de voir revenir Karim Benzema, c'est dans le cœur, c'est logique, mais j'y crois pas pour 3 raisons. La première, je vois pas comment on va le payer. 50 millions de salaire actuellement. On peut regarder les salaires de Disasi et celui de Benzema, c'est pas la même. C'est pas la même, donc je vois pas comment. C'est plus impressionnant. Faut à la limite qu'ils reviennent jouer gratuitement. Donc voilà, première raison. Deuxième raison, pour moi, il a tout à perdre à revenir. Il a laissé tellement une belle image à Lyon et à l'Olympique Lyonnais que revenir, il a tout à perdre. Il a absolument rien à gagner à revenir. Et troisième raison, je pense que Benzema en France, ça lui poserait trop de problèmes par rapport à tout l'extra sportif qu'on connaît, tout ce qu'on a connu par le passé. Je pense que s'il revient en France, il va médiatiquement, il risque de se faire détruire s'il passe à côté de quelque chose ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, pour moi, il y a trop de red flags pour y croire. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Pour moi, c'est le principal point. Je me dis, qu'est-ce qui viendrait s'embêter à Lyon, alors qu'aujourd'hui, il est tranquille en Arabie Saoudite, il n'y a personne qui lui cherche des noises. À Lyon, il va retrouver son grand copain avec qui il adore échanger sur les réseaux sociaux, Damien Rieu, qui a qu'une idée en tête, c'est de lancer des polémiques sur l'islam, et il va se retrouver dans cette histoire-là. Il va être comparé à Giroud à tous les matchs. Oh là, l'enfer. C'est ça. Donc ça, il y a trop de problèmes en fait. Il y a trop de choses qui font qu'on le laissera pas tranquille s'il vient. Donc je me dis que moi non plus j'y crois pas. Et comme il le dit, l'histoire est belle. Il a dit qu'il reviendra, mais dans un autre rôle aussi. Voilà. C'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que je dis il peut être adjoint au sport et avec une licence amateur. Avec une licence amateur, oui, pourquoi pas.
Allez. Ouais, bah déjà, s'ils rentrent dans les OL Legends, ça ferait des meilleurs buteurs sur les OL Legends. Oh, je suis méchant, ils ont quand même des très grands noms qui sont dans les légendes. Mais c'est vrai que quand on a vu les buteurs du match des légendes, c'est sûr que c'est pas Karim Benzema les noms, sans leur faire injure. En plus, je les adore. Non, Mais... Bah, ils n'ont pas le même âge aussi. Ouais. voilà. Bah si, les buteurs, ils ont le même âge en l'occurrence. Ils sont même C'était plus. qui? C'était Jérémy Pied et Bétiol. Donc si, c'est la même Ah oui, génération. oui, d'accord, oui. Bah, c'est pas les mêmes joueurs, oui, c'est Mais clair. c'est pas Sans les mêmes injure, histoires. oui. Et je dis ça d'autant plus que Jérémy Pied est un ami. Donc Oui, non, mais oui, bien voilà, sûr. je lui Je fais pense pas que injure. même eux le reconnaîtront. Il n'a pas eu de ballon d'or. Voilà. En tout cas, messieurs, je vous remercie de vous être prêtés au jeu. Donc, comme précisé en début d'émission, il y a une suite. Après, là, je vais mettre une petite page de pub et la suite, c'est avec Mathieu Gorgelin pour parler du match du Havre. Alors, dernière partie de l'émission, on se retrouve avec Mathieu Gorgelin qui nous fait l'amitié d'être présent. Bonjour Mathieu, ravi Bonjour. de t'accueillir dans ce dernier volet du talk show. Bah, tout d'abord, on va parler de toi parce qu'on t'a vu là sur la photo. C'était il y a quelques jours seulement. Tu étais à Lyon pour les OL Légendes. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser. OL Légendes, généralement, on est à la retraite. Toi, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui faisait que tu étais là? Oui, là, je suis actuellement sans club. J'espère ne pas être à la retraite. Donc, j'étais dispo. Maxime Gonalon m'a appelé. Ils étaient en manque de gardien. Personne n'était dispo. Donc moi, c'était un plaisir de venir dépanner, oui. Donc, tu me le confirmes, tu es pas à la retraite. Tu es sans club depuis le mois de juin. Comment ça se passe pour toi actuellement du coup, est-ce que tu as des appels? Est-ce que tu attends le mercato d'hiver? C'est quoi la suite pour toi aujourd'hui? La suite, je prends un peu au jour le jour après un été assez compliqué où il n'y a pas eu que des bons choix de ma part. Mais bon, c'est comme ça, c'est le passé. Là, aujourd'hui, j'avance. J'ai repris l'entraînement avec Mathieu Bonnemer, m'a très sympathiquement invité à m'entraîner avec la réserve à la KV au Havre. Oui, j'ai repris l'entraînement il y a une semaine. C'est plutôt cool, ça fait du bien de retrouver des sensations. Et puis oui, en espérant qu'il y ait un projet qui arrive pour moi en janvier, quoi. Et justement, comment tu me dis, tu viens de reprendre l'entraînement. Comment ça se passe? Où tu en es physiquement? On l'a vu, t'es encore bien en forme. On a pu le voir avec les légendes. T'étais parmi les plus gainés. Non, oui, avant d'être footballeur, je suis sportif en tout. Je compte pas m'arrêter là derrière, même après, même si ça doit s'arrêter au mois de janvier. J'ai d'autres projets dans le sport et qui m'obligent entre guillemets à rester en forme. Donc physiquement, je pense pas que je sois moins bien que la fin de saison dernière, voire même mieux. Après, oui, c'est sûr que c'est les sensations terrain, le dynamisme sur le terrain qui est différent ou qu'il faut reprendre. Là, aujourd'hui, je suis sur une phase où je reprends des sensations. Mais physiquement, non, je suis bien, voire très bien, quoi. Qu'est-ce que tu attends comme projet cet hiver? Déjà, est-ce que tu te donnes une fin de recherche? Qu'est-ce que tu attends exactement aujourd'hui? La fin de recherche, forcément, elle va être liée à la fin du mercato du mois de janvier. Tu es libre quand tu veux, toi. Tu es libre, tu peux signer quand tu veux. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est un peu plus dur de rester toujours actif au niveau du foot quand les portes quand les créneaux entre guillemets se referment. Non, projet, j'ai pas tant d'exigences que ça, quoi. Pourquoi pas la France, pourquoi pas l'étranger, je sais pas. Ça a étudié suivant les possibilités, suivant les clubs déjà qui viennent à moi, et puis à étudier quelques possibilités qui possiblement peuvent arriver au cas par cas. Justement, tu dis que tu n'as pas toujours fait les bons choix l'été dernier. C'est que il y avait des clubs et tu as dit non parce que tu espérais mieux. C'est que tu n'as pas voulu partir à l'étranger. C'est quoi le... Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'était assez douloureux pour moi. Non, qu'est-ce que je peux dire? Non, c'est vraiment des mauvais choix de ma part. Je fais confiance peut-être aux mauvaises personnes et puis voilà, quoi, c'est juste ça.
Voilà, c'est clairement des mauvais choix. Voilà. D'accord, bon, on va te souhaiter de pouvoir rebondir parce que tu as encore l'envie. On sent quand même que tu as envie de continuer encore un peu, d'étirer cette carrière qui est déjà belle en année. Même si, Oui, belle en année, mais après, je pense que oui, je pense que j'ai démontré sur la saison passée que à part à une ou deux choses près, que j'en ai encore dans les jambes, que j'ai encore envie et que j'ai encore les moyens d'exister dans ce monde professionnel. on va venir au match du week-end parce que je t'ai aussi fait venir pour ce match-là. Match particulier. Ah, pardon, je t'avais perdu. Je te remets. Match particulier, forcément, parce que c'était deux clubs, on va le dire. Clairement, ta carrière, il y a eu un an Red Star, mais ta carrière, c'est Lyon et Le Havre. Clairement, on est là-dessus. Comment tu vois ce match OL Le Havre de dimanche prochain? Je vois un match compliqué pour l'OL. Même si dans mon historique, je ne suis pas un grand pronostiqueur. Mais je connais la méthode d'entraînement du hack. Je sais qu'ils vont venir déjà pour le dernier match avant la trêve, enfin avant la coupe. Mais bon, c'est le dernier match avant le départ aussi des joueurs qui vont aller à la CAN. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'envie pour ce dernier match. Ils sont assurés de passer l'hiver au chaud, entre guillemets, mais quelques points en plus, ce ne serait pas dérangeant de leur côté. Et puis, je connais un peu la philosophie enfin, l'état d'esprit de Didier. C'est sûr qu'ils vont jouer leur va-tout à fond, quoi. Donc, ils ont démontré qu'ils ont été très solides aussi cette année, plus que nous l'année dernière. Il leur manque. Il n'y a pas eu, à part Marseille, justement, il n'y a pas eu de grosses défaites. Et Marseille, encore, c'est une défaite en jouant bien. C'est une défaite avec des circonstances, un carton rouge et un bon match jusqu'au carton rouge. Donc, au final, j'ai envie de te dire que c'est une équipe qui, cette année, est quand même assez accrocheuse, assez chiante pour un peu tout le monde. La méthode de Didier met du temps à apprendre, mais une fois que les joueurs l'ont compris, c'est quelqu'un qui veut que son équipe ait du caractère, ait confiance en elle. Et je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'elle a. Il lui manque bien sûr un peu de confiance offensive. Mais sur un match, tout peut jouer. Et puis sur un dernier match à la trêve, je pense qu'ils vont être assez accrocheurs, comme tu as dit. Et puis ça va pas être une partie facile pour l'OL. Justement, c'est quoi la préparation du hack face au gros? Comment Didier prépare la semaine? Est-ce que tu sens que c'est différent d'un match entre guillemets pour le maintien où là il y a peut-être plus de pression d'aller chercher les points face au gros, il n'y a pas de pression, surtout à l'extérieur. Oui, mais il n'y a absolument aucun changement dans sa semaine, dans sa préparation. Tout est assez pointu dès le début de la semaine. On sait, on se prépare au mieux pour anticiper ce qui peut se passer le week-end. Et non, il n'y a pas de changement dans la méthode, dans la manière de travailler. Bien sûr, suivant les matchs, c'est humain, il y a des motivations un peu différentes. Mais non, la manière de bosser en elle-même est un peu toujours la même, quoi. Il n'y a pas de gros ou petit. Voilà, on travaille. Ils travaillent à chaque fois de la même manière, quoi. En tout cas, on sait du Havre que c'est une équipe qui est solide psychologiquement. On l'a vu l'an dernier où ça s'est joué à la dernière minute, dernier match avec une Panenka en plus. On sent que cette équipe, elle est quand même programmée pour aller chercher son maintien et qu'elle sait, elle sait prendre des points inattendus. Elle l'a déjà prouvé par le passé, elle l'a encore prouvé cette année. Il y a des matchs où on se dit pas que le Havre peut ne serait-ce que prendre un point et puis au final ça part avec un point, voire même une petite déception quand il y a un point. Cette équipe est vraiment programmée pour ça, pour se battre et aller gratter point par point son maintien. Ouais, je pense que de toute façon aujourd'hui, quand on arrive au Havre, on a déjà le discours de Mathieu Bodmer qui te prépare à ce que ça va être. Donc quand on s'initie, on sait pourquoi on arrive, on sait que ça va être dur, mais on sait qu'on va être capable de tout à tout moment, quoi.
Justement, Mathieu, on va en parler. Ça fait plusieurs années c'est sa première expérience de directeur sportif. Ça fait plusieurs années qu'il est là, qu'il se débrouille avec pas grand chose pour faire beaucoup, pour aller chercher le maintien du plus petit budget de Ligue 1 à chaque fois. C'est un peu le roi du système D, Mathieu. Ouais, alors quand tu dis avec pas beaucoup, tu as raison dans un sens, mais c'est surtout avec énormément de travail et de passion. Je crois que j'ai rarement vu une personne aussi passionnée du foot. Mathieu, tu discutes avec lui, il est capable de te sortir ce qui s'est passé sur un match il y a 10 ans. Il connaît quasiment tous les joueurs, il s'intéresse à toutes les équipes du club, à tous les jeunes du club. Voilà, donc oui, aujourd'hui, il n'a pas. Le club n'a pas eu possibilité de lui donner plus de moyens, mais il travaille énormément. Il a une équipe autour de lui qui travaille énormément justement pour aller chercher les joueurs à zéro, hein, c'est le mot. Il y a zéro de recrutement, mais il arrive à aller chercher les joueurs, à les mettre dans le projet, et puis c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Justement, toi, tu l'as connu aussi joueur. Tu l'as Oui. connu joueur à Lyon au début de carrière. Est-ce que tu t'attendais, quand tu l'as croisé joueur, à le voir dans ce poste-là, dans ce rôle-là, d'être un peu le cerveau commande du recrutement d'un club, et puis surtout d'un club qu'il est parvenu à faire remonter en Ligue 1 après de longues années en Ligue 2. C'est aussi... ça a presque coïncidé avec son arrivée, si je ne me trompe pas. Oui, c'est parti de là. C'est parti un peu de nulle part aussi, quand on refait l'historique, et puis quand on vit le truc, quand on essaie de revivre le truc du point de départ, oui, c'est parti de quasiment rien. Non, après, imaginez, moi j'étais quand même bien plus jeune quand j'ai joué avec. Je le connaissais pas autant qu'aujourd'hui je peux le connaître. Donc non, aujourd'hui, imaginez qu'il aurait fait ce travail-là. Non, c'est pas possible. On va terminer par un prono pour cette OL Le Havre. Alors, je sais que maintenant, tu as un peu plus le cœur havrais, vu que tu vis en Normandie, tu t'entraînes à nouveau dans ce club. Tu m'as dit que tu étais mauvais en prono. Vas-y, fais-nous rêver. Ouais. Non, ça va être plus un prono un peu du cœur, entre guillemets, parce que bien sûr que j'ai envie que l'OL redevienne le grand OL. Mais là, pour ce match-là, Match d'après, j'ai envie qu'ils prennent des points aussi, que Le Havre prenne des points. Ils le méritent, ça bosse très fort. Donc, non, un nul avec un 2-2 qui est du but, qui est un peu quand même de spectacle. Un 2-2, ce serait pas mal. Ce serait pas le meilleur des scores pour les deux équipes, mais au moins les deux pourraient avancer, quoi, un petit peu. En tout cas, je te souhaite de retrouver un club, qu'on puisse te recroiser sur les pelouses de Ligue 1 ou de Ligue 2. De toute façon, tu es fermé, je présume, t'es pas fermé à descendre de division. Toi, tu as aussi connu une carrière en deuxième division. Je pense que c'est... Ouais. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, sera voir les propositions qui arrivent, les étudier, puis voir les choix qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, c'est plus non plus qu'un choix de carrière, c'est un choix aussi familial. Donc, oui, c'est sûr. À voir. Comme tu disais, tu as en plus d'autres objectifs. Tu travailles aussi sur... tu commences à penser à l'après, donc il faut aussi tout prendre en compte. En tout cas, je te souhaite de retrouver un club, de pouvoir repartir bien en 2026. Je te remercie d'avoir fait l'amitié d'être venu dans l'émission pour parler de ce match. Et puis, à tous nos auditeurs, je vous remercie aussi d'être toujours aussi nombreux à regarder les vidéos. Et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. On parlera un peu Coupe de France. On sera sans doute avec un petit peu de Saint-Cyr Collonges en Mont d'Or dans l'émission. Un petit peu, on n'en dit pas plus. Voilà. On vous remercie et à la semaine prochaine. Au revoir.